La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. La législation permettant de lutter contre le terrorisme constitue l'acmé de la vie démocratique des pays européens depuis la résurgence du risque terroriste et les problèmes que celui-ci pose aux sociétés occidentales. Ces problèmes, au-delà de la lutte politique de tous les instants contre le développement et l'activité des groupes terroristes identifiés comme tels, concernent également l'effectivité des moyens juridiques que l'État se donne pour prévenir et sanctionner pénalement ces actes. On se souvient des débats passionnés auxquels a donné lieu l'examen au Royaume-Uni de l'Antiterrorisme Act en 2001 et du rappel effectué par la Chambre des Lords au gouvernement de Sa Majesté de l'applicabilité aux citoyens de la couronne britannique comme aux résidents étrangers des dispositions de l'habeas corpus de 1679. La France n'a pas d'habeas corpus, mais l'ensemble des règles et des principes de valeur constitutionnelle existent pour faire respecter les droits et libertés individuelles tout en permettant la protection de l'ordre public. À chaque étape, le législateur a dû veiller à la conciliation de ces principes. Elles ont été nombreuses. Pour ne citer que les plus récentes, les lois du 15 novembre 2011 relatives à la sécurité quotidienne, du 23 janvier 2006 relatives à la lutte contre le terrorisme, partiellement modifiées par la loi du 13 décembre 2011, sont venues renforcer l'arsenal juridique de l'État pour réprimer les actes de terrorisme. Mais il s'agit également de prévenir les actes de terrorisme, actes qui, sur le terrain judiciaire, ne peuvent être appréhendés qu'individuellement, ce qui suppose d'incriminer les actes préparatoires à d'éventuelles activités de nature terroriste. Un projet de loi déposé au Sénat un peu tardivement à mon goût par le précédent gouvernement visait à renforcer la prévention et la répression du terrorisme, immédiatement après l'affaire de la tuerie de Toulouse et de Montauban. Selon le garde des Sceaux de l'époque, ce texte ne visait qu'à mieux prévenir les actes d'individus isolés en ciblant notamment Internet et les formations au djihad. Puisque ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat, ni même examiné par sa commission des lois, il appartenait au présent gouvernement de faire œuvre législative sans pour autant reprendre in extenso les dispositions du projet de loi Mercier, car en effet, certaines d'entre elles apparaissaient fragiles d'un point de vue juridique et technique. Je pense en particulier à la répression spécifique de l'instigation en matière de terrorisme ou le délit de consultation habituelle de sites terroristes, à l'instar de ce qui est déjà prévu en matière de consultation de sites pédopornographiques. L'œuvre législative, nous y sommes, et les députés du groupe 2RDP vous en remercient, Monsieur le Ministre. Nous avons déjà eu l'occasion de nous plaindre par la voix du président de notre groupe, Roger Gérard Schwarzenberg, des conditions d'urgence dans lesquelles le Parlement examinait certains textes que vous lui soumettez. Dans le cas présent, la procédure accélérée qui a été engagée sur ce texte s'explique et se justifie par la nécessité de proroger pour 3 ans les dispositions expérimentales prévues par la loi qui arrivaient à échéance le 31 décembre 2012. Le régime de réquisition administrative des données techniques de connexion, largement utilisé par les services de renseignement, qui permet effectivement, dans un grand nombre de cas, d'identifier les personnes à suivre et de reconstituer les réseaux terroristes, est particulièrement concerné. L'article 2, qui constitue le pilier de ce projet de loi, mérite que l'on s'y attarde. L'application de la loi pénale française aux actes de terrorisme commis à l'étranger introduit une brèche dans le principe de territorialité de la loi posé par l'article 113.2 alinéa 1er du Code pénal, en étendant à ces infractions le principe de personnalité de la loi dès lors que l'acte délictueux est commis par un Français, voire lorsque la victime de ce délit est susceptible d'être un Français, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Ministre, lors des débats au Sénat, puisqu'il s'agit de prévenir des actes répréhensibles. S'il y a une continuité territoriale de la menace, nécessitant une continuité territoriale des poursuites, l'application de la loi pénale française à des étrangers ayant commis des actes de nature terroriste à l'étranger sera certes toujours conditionnée par la réciprocité d'incrimination, l'application de la règle non bis in idem et la difficulté souvent d'obtenir l'extradition de l'auteur du délit. La résidence habituelle de ce dernier ne fera pas obstacle à l'application de ces règles. Mais cette notion de résidence habituelle permettra d'étendre la loi pénale française aux personnes en situation irrégulière,
ce qui est souhaitable depuis que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, le 5 juillet 2012, que le séjour irrégulier d'un étranger ne pouvait être considéré en soi comme un délit et qu'il ne pouvait, de ce seul fait, se voir appliquer une peine privative de liberté. C'est dans un autre projet de loi que le gouvernement actualise le droit en la matière, en créant une retenue pour vérification du droit au séjour, le régime de la garde à vue s'avérant trop fragile juridiquement et celui de la rétention administrative ayant été exclu par la Cour dans un arrêt du 6 décembre 2011. Cette retenue sera examinée et appellera des observations de la part des députés de mon groupe. Les autres incriminations créées par la loi n'appellent pas de notre part de commentaires particuliers. Nous considérons également que la situation terroriste en France aujourd'hui a évolué. Les groupes sont plus décentralisés, plus mobiles, plus restreints et les parcours se sont individualisés. Notre droit doit s'adapter à cette situation afin que la souveraineté de notre République soit sans faille. Le principe de l'égalité des délits et des peines est absolu et ne peut souffrir d'aucune exception, comme Cesare Beccaria nous l'a enseigné dans son traité des délits et des peines de 1766. C'est comme cela que l'État affirme sa puissance. Le criminel doit savoir à quoi il s'attend immanquablement. En conséquence, les députés du groupe 2RDP voteront ce projet de loi. Je vous remercie. Merci.